Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir dans ce lieu extraordinaire en compagnie de Lise Spitt et Adeline Dieudonné que je vais vous présenter en quelques mots. Adeline Dieudonné naît en 1982 à Bruxelles après des études au Conservatoire de Bruxelles et au Cours Florent de Paris. Elle enchaîne différents boulots. Sa première nouvelle, Amaroula, obtient le Grand Prix du concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles. S'ensuivent Seul dans le noir et la pièce Bonobo Moussaka. Son premier roman, La vraie vie, aux éditions de l'Iconoclaste, a été l'une des sensations de la dernière rentrée. Elle a eu le prix Roman Fnac, Rossel, Filigrane, le Renaudot des lycéens et elle poursuit sa route au niveau mondial avec des traductions. Ce roman nous plonge au sein d'un huis clos familial étouffant entre un père chasseur redouté de tous, une mère effacée et un petit frère perdu. Comment la narratrice va-t-elle s'affranchir et découvrir ses envies profondes? Telle en est l'histoire. Lise Spitt, donc également à mes côtés, elle voit le jour à Viersel il y a 29 ans. Elle s'inscrit au Ritz à Bruxelles et décroche un master de scénariste. Elle publie ensuite des nouvelles et de la poésie dans plusieurs revues, comme Tirade ou Das Magazine. En 2016, paraît son premier roman Hutsmelt, traduit par Débâcle chez Actes Sud en français. Là aussi, elle connaît un gigantesque succès, de multiples traductions et des prix, notamment de Nederlandse Boekhandelprijs, Heban Debuutprijs ou de Bronzenul. Le roman nous invite à suivre Eva, qui retourne dans son village natal après 13 ans d'absence. Impossible pour elle d'oublier son enfance marquée par un été meurtrier en compagnie de ses deux meilleurs amis. Oscillant entre le passé et le présent, elle viendra boucler la boucle redoutable. Alors au sujet de l'écriture qui vous unit toutes les deux, je voulais vous demander, Lise, votre narratrice, elle est chargée tous les soirs de raconter des histoires à sa petite sœur. Qui vous a donné à vous l'envie de lire et de raconter des histoires? Ik ga het in het Nederlands antwoorden. Hè? Ja. Ik denk dat het dan toch, als ik die vraag moet beantwoorden, mijn ouders zullen zijn geweest. Wij hebben thuis heel lang geen televisie gehad, tot we ergens op een of andere tombola op school een kleine televisie hebben gewonnen. En ik moest, we lazen om ons te vermaken en gingen elke week naar de bibliotheek. Dus daar is het denk ik wel begonnen, de liefde voor het lezen en voor de verhalen. Ja. Vous aussi, Adeline, c'est grâce à l'un des membres de votre famille c'était votre père qui vous racontait des histoires notamment. Est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût de l'imaginaire? Non, mon papa, il me racontait pas d'histoire. Non, à la maison, on n'était pas très. J'ai des parents qui n'étaient pas très tournés vers la culture et vers la littérature. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert toute seule à l'école. On a eu la brillante idée de m'emmener à la bibliothèque un jour quand j'avais 8 ans, je pense. Et j'ai découvert les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Et à partir de là, j'ai commencé à lire La Comtesse de Ségur avec beaucoup d'avidité. Et je ne me suis jamais arrêtée. Ça a vraiment été une découverte. Mais à la maison, j'ai des parents fabuleux, mais qui n'ont jamais été très tournés vers la littérature. Non. Donc c'est vraiment grâce à l'école que ça a pu émerger. Oui, complètement, oui. Lise, est-ce que vous diriez que pour vous, l'écriture est une chambre à soi, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf? Is het schrijven uw eigen kamer? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is heel raar soms om mij een leven in te beelden zonder, omdat het al van jongs af aan een soort van thuis is, denk ik. Of een manier om in het leven te staan. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik met de boeken die ik maak, want ik ben nu aan het tweede bezig, dus ik krijg daar iets beter zicht op, dat ik bijna zoals een insect een soort van huid achterlaat. Dat ik telkens groter word en dan het boek een soort van het resultaat is van die groei. Niet dat die boeken dan altijd autobiografisch zijn, maar toch schrijf je iets van je af. Iets wat je kunt plaatsen in het leven, waardoor je het leven beter begrijpt. En ik denk,
Was dat een antwoord op de vraag? Ik denk dus dat het wel voor mij een plek is om in thuis te zijn. La maison que vous décrivez dans votre livre a une chambre très particulière qui s'appelle la chambre des cadavres. Qu'est-ce que vous déterrez en écrivant? Qu'est-ce que je déterre en écrivant? Je vais chercher mes monstres intérieurs. C'est pas vraiment que je les déterre, c'est plutôt que je les libère parce qu'ils sont pas morts. Ils sont au contraire bien vivants, mais c'est vrai qu'on a tendance à enfermer nos émotions négatives et à les refouler. Et c'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est justement aller déverrouiller les cachots là au fond et les laisser sortir, les laisser s'exprimer et voir ce que ça donne, ce que ça raconte. Et en fait, finalement, ça raconte énormément de choses de moi parce que je ne suis pas que mes émotions positives, je suis l'amalgame de tout ça. Donc voilà, justement, je laisse exprimer mes petits monstres intérieurs. Lise, dans votre roman, vos héros jouent un jeu assez redoutable qu'ils appellent action-vérité. À quelle catégorie appartient l'écriture et quelle vérité est-ce que vous voulez transmettre à travers vos livres? Ja, ik ga het vertalen. In het boek spelen ze dus dat spelletje van actie of waarheid. Ja. Op welke categorie zou u schrijven plaatsen? Is het een actie of een waarheid? En welke waarheid wil je dan door uw boeken doorgeven? Dat is een hele goede, maar ook een moeilijke vraag. Omdat ik moet kiezen tussen een van de twee. En ik zou dan... De daad van het schrijven is het doen. Het gaat echt om iets om mijn dagen vorm te geven en een manier om het leven misschien soms aan te kunnen werkelijk. Dus voor mij gaat het echt om die actie van naar mijn bureau gaan, achter mijn wit blad gaan zitten en werken. Maar het gaat ook om waarheid, want ik voel heel erg dat... het allermooiste aan schrijven of de allerbeste momenten is dat je een gevoel wilt beschrijven en er dichtbij komt. Dat je denkt van, ja, bijvoorbeeld, wat is geluk? En dat je dan denkt, ik heb daar 8 zinnen voor nodig en ik ga dat nu opschrijven. En dat je denkt, ik kom er zo dichtbij. En dat is eigenlijk een beetje de zoektocht naar de waarheid voor mijn part. En dat maakt ook wel dat ik bij het schrijven, en ik denk veel schrijvers vaker toch persoonlijker worden dan je zelf zou willen. Want iedereen wil wel een boek schrijven waarover niemand achteraf kan vragen wie zijt jij in dit boek. Maar ik heb wel het gevoel dat ik altijd ook een deel van de werkelijkheid op het spel moet zetten, opdat dat boek voor mij mag bestaan. Zoals ik in Het Smelt bijvoorbeeld mijn dorp, waar ik zelf opgroeide, heb gebruikt bijna als de blauwdruk van het dorp waar het boek op geïnspireerd was. Ja, had ik dat echt nodig om dat boek te kunnen schrijven en er zelf in te geloven. Dus het is eigenlijk, kan ik bijna niet kiezen welk van de twee. Het schrijven zelf is het doen en het verhaal dat ik dan schrijf is denk ik de waarheid of zo dat ik nastreef. On parlait de vérité. Qu'en est-il de la vérité que vous voulez faire émerger à travers la fiction, que ce soit à travers une pièce de théâtre ou à travers un roman, et qui ne pourrait peut-être pas rejaillir dans la vie? Alors moi, quand j'écris, je n'ai aucune volonté. Enfin, je veux dire, j'ai aucune volonté de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je veux juste écrire une histoire, et une histoire qui va faire plaisir et qui va passionner les lecteurs. Mais j'ai pas de propos. Donc j'essaie certainement pas de faire rejaillir une vérité. Maintenant, j'essaye d'être la plus sincère possible par rapport à ce que je raconte. C'est-à-dire, je vais raconter les choses de la façon la plus nue possible pour moi. Même si c'est pas joli, même si ça peut donner... je m'embarrasse pas de l'image que ça peut donner de moi, donc les gens puissent se dire « Waouh, elle a ce genre de saloperie dans sa tête ». Donc voilà, c'est juste ça, d'essayer, vraiment c'est un exercice de sincérité la plus pure,
Mais il n'y a pas du tout de volonté de raconter quoi que ce soit. Enfin, de raconter une histoire, mais il n'y a pas de propos. Il n'y a pas... contrairement à ce que je peux faire par contre dans Bonobo Moussaka, où là c'est une pièce de théâtre et là j'y suis vraiment justement allée avec une volonté d'avoir un propos politique. Mais dans la fiction, vraiment, j'essaie juste de coller au plus près de mes personnages, au plus près de leur vérité et d'être très 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 sincère par rapport à ça. L'un des invités de Passaporta, c'est l'écrivain Ilya Leonard Pfeffer, qui a écrit « La vraie vie, un roman ». Est-ce que vous diriez que la vie est un roman ou que vous transformez les romans, que les romans transforment votre vie ? C'est une bonne question. Alors bien sûr, les romans transforment ma vie, ça c'est sûr. La vie n'est pas un roman. Les romans transforment ma vie et même me façonnent. C'est-à-dire que je suis à peu près persuadée que ce que je suis et les opinions que je peux avoir ne sont pas autre chose que la somme des histoires qu'on m'a racontées, des histoires que j'ai lues, des histoires que j'ai vues et des représentations qui m'ont été faites. Et donc ça, j'en suis à peu près persuadée et que finalement, nos opinions qu'on croit si personnelles et si intimes, elles sont uniques parce qu'il n'y a que moi qui ai vu et qui ai lu tous les livres, tous les films et toutes les représentations et toutes les histoires que j'ai pu voir. Il n'y a que moi qui ai vu toutes celles-là. Donc je suis unique en ça. Mais par contre, ça ne m'appartient absolument pas. Et c'est pour ça que je crois que vraiment la fiction façonne la réalité de cette façon-là. Ça, c'est clair. Lise, dans votre roman, il y a une phrase justement sur la maison aussi, dans laquelle vos personnages vivent, et où l'héroïne dit « Maman avait trouvé l'appellation atelier lorsqu'ils avaient acheté cette maison, que chaque espace vide se prêtait devant ce qu'ils voudraient. Quel est l'atelier de votre écriture ?» Het zijn allemaal vragen waar ik eigenlijk een week over zou moeten nadenken. Ik denk, de vraag is eigenlijk wat dan mijn ideale schriftuur zou zijn, of mijn ideale schrijven zou zijn. Het atelier, de manier van doen, van schrijven. Ja, gedisciplineerd en dat probeer ik ook te doen. Ik ben niet iemand die kan gaan zitten voor 2 uurtjes en dan in die 2 uurtjes hard werkt. Dus ik heb echt een zee van uren nodig om te kunnen werken. Dus ik moet echt 8 uur blokkeren. Maar ik denk, los van het praktische, wat ik eigenlijk het liefste wil voor mijn eigen boeken en schrijven, is dat ik de wereld vergeet terwijl ik ermee bezig ben. En dat gebeurt maar heel zelden, want dat is bijna als... denk niet aan een blauwe olifant. En iedereen denkt aan een blauwe olifant. En omdat je bezig bent met schrijven en je schrijft ook naar een publiek, kun je dat publiek bijna niet vergeten. En dus dat vind ik nog het allermoeilijkste, is het voor mezelf doen eigenlijk. Want dat levert vaak de beste boeken op. Dat zeggen ze toch altijd, hè, van je moet geen compromissen sluiten en het echt gewoon het boek schrijven dat je wilt schrijven. Ja, en voor de rest zou ik ook wel graag iets sneller kunnen schrijven, eerlijk gezegd. Ik ben iemand die heel erg twijfelt. Voor mij is schrijven, 90% van de tijd is dat twijfelen, is woorden zien staan en denken, ik kan dit beter. Ik zit eigenlijk gewoon al maandenlang in mijn documenten van mijn nieuwe boek woordjes van plaats te verwisselen en dingen weg te halen en opnieuw te plaatsen. En ik zou gewoon een beetje sneller kunnen doorgaan. Voor mij moet alles wat er eerder bovenin de roman staat, moet juist zijn voor ik verder kan. Waardoor ik soms wekenlang elke keer gewoon alles opnieuw en opnieuw en opnieuw lees, voor ik voor mezelf zeg van oké, hetgeen dat er nu staat is voldoende, nu kun je verder gaan. Dus dat maakt me iemand die veel te traag werkt. Ce qui est fascinant aussi, vous l'avez décrit à la foire du livre de Bruxelles à Adrienne Nizet, c'est que par rapport à ce qu'on nomme votre cuisine intérieure, vous vous définissez comme une architecte, comme quelqu'un qui fait vraiment des plans de tout, qui imagine tout. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce qu'on pourrait appeler ce storyboard, pour revenir un peu comme au cinéma? Ja, voor mij is dat wel hoe ik gevormd ben. Ik denk dat je niet zomaar... Je moet
aan een boek beginnen op een manier die u genegen is. En ik ben van karakter iemand die nogal planmatig is en die heel graag weet... als ik naar de film ga bijvoorbeeld, wil ik ook weten hoe lang duurt die film waar ik nu naar ga kijken. Anders begin ik halverwege zenuwachtig te worden. En dat is voor het schrijven exact zo. Ik wil op voorhand weten hoeveel pagina's gaat dit boek zijn en waar zit dit hoofdstuk ongeveer in de lengte van het boek. Omdat ik, efficiëntie. Mijn schrijven is, ook al doe ik er heel traag over, moet wel efficiënt zijn. En in die zin, ik denk... dat is ook mijn métier natuurlijk als scenarist. Je kunt natuurlijk ook films schrijven zonder na te denken wat het midden en het begin en het einde zal zijn. Maar ik kan niet anders meer dan denken, als ik een verhaal moet vertellen, wat is hier de inciting incident? Of ik ben heel technisch opgeleid en ik kan dat ook niet meer vergeten, gek genoeg. Dat, misschien ooit wel, maar nu niet. Ik ben altijd heel erg bezig. Ik kan ook geen film meer kijken, bijvoorbeeld zonder mij daarvan bewust te zijn hoe die structuur in elkaar zit. Ja. Lise, elle nous parlait du temps et c'est vrai que vous, Adeline, vous disiez que contrairement à elle, vous ne vous voyez pas comme une architecte mais plutôt comme une jardinière qui a besoin de temps pour écrire, pour voir émerger les choses. Pourquoi ? Moi, je pense qu'on a toutes les deux besoin de temps. Hein. C'est une composante très, très, très importante de notre travail. Quoi qu'il arrive, qu'on soit architecte ou jardinière, c'est un travail d'artisan, quelle que soit la façon dont on s'y prend. C'est un travail qui demande énormément de temps. Et moi, oui, je suis plutôt une jardinière dans le sens où c'est Barbara Abel qui a eu cette analogie que je trouve vraiment très, très, très juste et très intéressante. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les architectes et de l'autre côté, les jardiniers. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression de jeter des graines et puis je regarde un peu ce qui pousse et en fonction de ce qui pousse, j'improvise et j'avance dans l'histoire. Donc moi, c'est tout l'inverse. Je ne sais rien de l'histoire que je vais écrire au moment où je commence à l'écrire. C'est-à-dire que j'ai des images qui apparaissent, des personnages qui surgissent. Et tout mon travail d'écriture, ça va être de partir à la découverte de ces personnages, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les connaître, et puis de les laisser m'emmener là où ils vont. Et donc c'est presque un raisonnement logique. Mais donc même quand je commence à écrire une scène, souvent je ne sais pas comment elle va se finir. Et pour moi, c'est salvateur parce que je suis du coup ma première lectrice. Et si je suis surprise au moment où j'écris de ce qui est en train de se passer sous ma plume, forcément je me dis que le lecteur le sera aussi. Ça va être très difficile pour vous d'anticiper quelque chose que moi-même j'ai pas anticipé. Mais j'ai besoin justement d'avoir cette disponibilité-là et de me laisser complètement surprendre par ce qui va se passer et d'être justement tout le temps je suis dans un travail de réaction et d'adaptation par rapport à ce qui se passe. Donc c'est presque comme si les personnages et l'histoire préexistaient et que je n'étais qu'un passager. Moi, je ne vais pas jusqu'à penser ça, mais c'est un petit peu comme ça que je me l'imagine. Et ça vient, je pense, de ma formation de comédienne, mais de comédienne improvisatrice. C'est-à-dire qu'on nous apprend vraiment à se lâcher prise, à complètement se laisser aller. Ce qui oblige à maîtriser d'une certaine façon les ressorts narratifs. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que le récit a besoin d'une structure et que c'est super important. Et j'ai conscience de ça. Et par rapport à l'écriture de scénario, c'est encore plus vrai. Mais je crois que si on arrive vraiment à intégrer cette structure-là, à un moment, on peut justement ne plus y penser au moment où on écrit et elle va apparaître de façon instinctive. Je prétends pas la maîtriser à ce point-là, hein, mais en tout cas, c'est ce que je voudrais bien arriver à faire avec le temps. Adeline parlait de se laisser surprendre et là où vous avez été surprises toutes les deux, c'est par le succès incroyable que vous avez connu, Lise Hutsmelt, donc, puisque c'est d'abord sorti évidemment dans votre langue originale, a connu un succès fulgurant dès sa sortie, plein d'articles, de prix, de traductions en cours. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ?
ja, dat heeft toch een jaar een beetje zoals een storm waar je in staat. En pas als die voorbij trekt en je ziet die in de verte hangen en je ziet daar regenen, dan pas beseft je, ja, dat was het eigenlijk, dat succes. Dus ik kreeg in het jaar nadat mijn boek verscheen heel vaak de vraag van hoe voelt dat nu, hoe voelt dat nu? En succes is in die zin een beetje zoals geluk bijna, is dat je kunt dat niet zien terwijl je erin zit. Nu pas als ik Adeline haar parcours zie van op afstand, denk ik, dat heb ik ook meegemaakt. En dan verschiet ik daar bijna van. En dan denk ik, amai, die staat nog recht. En die heeft ook nog kinderen. En hoe doet ze dat? Terwijl ik daar natuurlijk 2 jaar geleden ook mee bezig was. En ook op reis was naar het buitenland en zo. En ik moet zeggen, ik vind het wel... Ik vond dat ook niet makkelijk. Want ik ben geen karakter dat aspect van altijd gezien worden en heel veel krijgen vind ik ook wel niet makkelijk. Succes, ik snap dat mensen daar van de baan vliegen of zo, of dat niet aankunnen. En ik heb van in het begin gezegd van ik wil heel graag gewoon mezelf blijven en ik ben ook niet zo zenuwachtig geweest als ik bijvoorbeeld op televisie moest komen, dat ik dacht ik ga gewoon als mezelf. En dan kan ik niet door de mand vallen. En ik ben dat toch blijven proberen. Is overal mij niet slimmer voordoen dan ik ben. Mij niet dommer voordoen dan ik ben. En gewoon, als ik mij niet goed voel, ja, dan moet ik ook niet per se fantastisch. Ik heb ooit eens een keer een interview gegeven vorig jaar. Op een dag dat ik mij heel somber voelde. En ik denk dat... Achteraf dacht ik, ja, ik heb heel de avond op dat podium heel somber geweest. Maar eigenlijk was dat mooi om dat met een zaal te delen. En ik heb me niet beter voorgedaan dan ik was. Dus ja, ik denk gewoon... ja. Het is iets raars, succes. Ook hoe andere mensen naar u kijken. En ik denk voor een schrijver is het eigenlijk dodelijk, moet ik eerlijk zijn. Voor de boeken, ik denk dat een schrijver nooit meer hetzelfde schrijft als hij eenmaal zo veel lezers heeft dan er voordien. Dus ja, het is een beetje dubbel, natuurlijk. Ja. Est-ce que c'est également... Est-ce que vous ressentez, Adeline, parce que vous le disiez, quand vous êtes dans ce jardin, dans cet atelier d'architecte, vous êtes très seul. Et puis du jour au lendemain, ce livre est propulsé dans le monde vers des lecteurs comme nous, que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissaient pas avant non plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant dans cette aventure ? Ce qui est très surprenant, c'est justement la façon dont le lecteur est lui-même créateur. C'est-à-dire, j'avais pas du tout anticipé ça. C'est-à-dire que moi, je livre un roman et qu'en fait, il y a un vrai travail d'appropriation de la part des lecteurs. Et c'est merveilleux, vraiment. Ça m'a bouleversée au début de recevoir les avis, parce qu'on en reçoit énormément. Alors, il y a évidemment les journalistes et les critiques qu'on peut lire dans la presse, mais il y a aussi, et ça c'est la magie d'Internet aujourd'hui, toutes les lectures qu'on va pouvoir recevoir, que ce soit via des comptes Instagram, les comptes Facebook. Voilà, il y a énormément de gens qui s'expriment sur le roman. Et c'est fabuleux parce que je me rends compte vraiment du travail d'appropriation de la façon dont il est reçu, qui est finalement assez loin de ce que... Enfin non, c'est pas que c'est loin de ce que j'ai écrit. En fait, ça correspond assez bien, mais c'est loin de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je suis complètement dans la création de mes personnages. Et après, c'est comme un révélateur en photographie, en fait. C'est comme un moment où on passe et où l'image se forme. Et en fait, j'ai découvert plein de choses de mon roman à travers le regard des lecteurs. Et ça, c'est une expérience assez fabuleuse. Et j'imagine que ça peut être déroutant pour certains auteurs, parce que c'est vrai qu'il y a un travail d'appropriation de la part du lecteur et que donc il nous échappe complètement. Mais moi, j'étais prête à ça. Vraiment, j'ai aucun souci par rapport à ça. C'est un peu comme mes enfants. Je les mets au monde et puis c'est quand même dans le but qu'ils vivent leur vie et qu'à un moment, ils fassent leur chemin, qu'ils soient aimés par d'autres gens que moi et qu'ils découvrent le monde. Donc, c'est vraiment la même chose avec le roman. Je suis super heureuse de ça. Maintenant, par rapport au succès, c'est encore autre chose. Il y a vraiment la façon dont notre travail va être perçu par les lecteurs. Et puis, il y a le succès. Et le succès, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, Lise, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est ce qu'on recherche, on va pas se mentir, au moment où on écrit un roman, on a envie, qu'il soit publié, 2, qu'il soit lu, et qu'il soit lu par un maximum de gens, c'est absolument logique. Mais un succès pareil, c'est
C'est vraiment comme goûter un super bon gâteau au chocolat. C'est-à-dire qu'au début, on a une bouchée et c'est super chouette. Et puis une deuxième et c'est super chouette. Et puis à un moment, il y a une espèce d'effet d'emballement. Et on se retrouve à manger ce gâteau et en avoir beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Alors c'est génial parce que moi, ça m'offre, entre guillemets, la garantie de pouvoir en écrire un deuxième et d'avoir une carrière qui s'ouvre derrière moi et de pouvoir me dire écrivain. Donc c'est génial. Mais c'est vrai, la contrepartie, c'est qu'il y a un moment où on a l'impression de plus avoir le temps de savourer chaque bouchée et de se dire, en fait, c'est un peu frustrant parce qu'on va d'un endroit à l'autre, d'une interview à l'autre, d'un pays à l'autre, on rencontre plein de gens qui sont tous super enthousiastes et c'est génial. Et on n'a plus le temps de métaboliser vraiment et de laisser chaque chose se déposer à l'intérieur. Et donc c'est ma seule petite frustration, c'est qu'à un moment il y a une espèce de trop. Mais voilà, c'est si je dois trouver un petit bémol à tout ça, et c'est un problème de riche, et voilà, je suis bien d'accord il faut bien qu'il y ait des revers à la médaille. Voilà. Het gekke is ook wel eens dat je tijdens het schrijven sowieso dat je daar wel op hoopt. Ik denk dat elke schrijver bij het schrijven van een boek stiekem zo'n beeld heeft van wauw, dan kom ik in de kranten en dan wordt mijn boek vertaald. En op het moment dat dat dan gebeurt, ik had wel dat ik dan zo'n beetje schaamte had voor het feit dat ik daar ooit zo ook op had gehoopt. Je voelt je toch wel betrapt of zo van het is uitgekomen. En in dat betrapt worden zit voor mij dan ook wel een bepaald soort van een verlies van perspectief. Want wat ligt daarachter nog? Wat kun je nog meer verwachten dan het grootste wat je kon verwachten? En dat is wel... Het voelt alsof ik nu terug achteraan in de rij moet gaan staan van mijn eigen dromen of zo. En dat is wel eventjes gek om opnieuw iets te vinden om naar te verlangen. Zoals ik vond dat een heel mooi beeld van die taart die blijft binnenkomen. En ja... Ik ben nu iets later in het proces ook. En ik denk dat ik heb een jaar bijna niks gedaan. Gewoon puur om te kunnen verteren. Ik heb echt zitten uitbuiken voor 1,5 jaar, denk ik. En nu pas kan ik langzaam terug beginnen. Zo voelt het wel. Ja. Adeline nous parlait aussi de ce qui est très étonnant, à savoir la réaction des lecteurs, le moment où le livre ne vous appartient plus, où ce sont des inconnus qui s'en emparent. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Ja, dat vind ik ook een mooi perspectief, omdat ik was daar mij nooit bewust van. Ik had geen ervaring met boeken schrijven, laat staan gelezen worden. En het is pas toen mijn eigen boek klaar was dat ik ineens besefte, het gaat eigenlijk niet om de boeken, maar het gaat om de lezers. En ik heb dat nog elke keer als ik een recensie lees op een internetplatform of eenderwaar, dat mij ontroert dat iemand de moeite doet om zich zo in iets te interesseren ook en zich door iets te laten innemen. En dat verdwijnt ook niet als schrijver, de dankbaarheid die je voelt per lezer die onbevangen aan je boek begint. En het gekke is, als je een boek schrijft, inderdaad, dan schrijf je 1 verhaal, wat eigenlijk een vrij eenzaam object is. Een boek dat juist geschreven is eigenlijk een dood boek. En op het moment dat dat wordt gelezen, begint dat te leven. En je bent heel afhankelijk van die mensen die het gaan lezen. Ik heb ook een heel ander boek geschreven, blijkt, dan dat ik eigenlijk geschreven heb, omdat het door heel veel verschillende mensen anders werd opgepikt. Dus ik heb mezelf leren kennen dat het grootste geschenk is eigenlijk dat, is dat je jezelf en je eigen je krijgt een spot op jezelf gericht, bijna door alle lezers die naar je kijken, en je beseft ineens wel dingen over je eigen schrijverschap en zo ook. En dat is een heel mooi cadeau. Dus dat zou ik bijna elke schrijver op zich gunnen, los van een succes, is dat je in die mate gelezen wordt dat je boek begint te leven. Ja. Est-ce que c'est également quelque chose que vous, Adeline, vous avez ressenti? Vous nous parliez tout à l'heure du révélateur, comme dans la chambre noire photographique. Est-ce que, tout comme Lise, vous avez découvert des choses sur vous-même qui vous ont étonné, tel un miroir auquel vous ne vous attendiez pas? Oui, complètement. Complètement. C'est très troublant comme expérience. Surtout que comme j'ai une écriture très instinctive et que j'ai vraiment l'impression de laisser parler de mon inconscient,
comme tu dis, effectivement le texte est un objet mort au moment où on le remet, et puis il se met à vivre dans le regard des lecteurs et dans les retours qu'on en reçoit. Et ça m'a frappé, certains retours de lecture où il y a vraiment des lecteurs qui ont vu des choses que je n'avais pas du tout. C'est pas que je les y avais pas mises, c'est que je les avais pas conscientisées. Et en les lisant, je me suis dit mais oui, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même, qu'est-ce que ça m'a appris sur... et je me suis rendu compte de toutes les choses que j'avais besoin de me dire à moi-même, que mon inconscient avait besoin de me dire, et que c'est ce biais-là qu'il a trouvé pour me le dire. Parce que c'est vrai que c'est à peu près le seul moment où je laisse parler, enfin, peut-être mis à part quand je dors et quand je rêve, mais où je laisse à ce point mon inconscient s'exprimer. Et donc, ça m'a ému aux larmes. C'est vrai que parfois, il y a des retours de lecture de certains, et on les lit tous, hein, faut pas croire le nombre d'heures que je peux passer sur Instagram ou sur Babelio ou sur Facebook à lire tous les retours de lecture. Et c'est vrai que parfois, j'en arrive à pleurer, à me dire, mais waouh, j'avais pas du tout eu conscience de ça. Et même dans mon histoire personnelle, de me dire... Mais oui, en fait, ce personnage-là, ça représente ça pour moi. Et bon, ça, c'est des choses vraiment extrêmement intimes que je peux partager avec personne. Mais de comprendre, du coup, mes regrets, mes chagrins, voilà, les choses qui sont pas réglées chez moi, et de découvrir les motifs à travers le regard du lecteur. C'est fabuleux. C'est vraiment fascinant. Vous parliez du côté double du succès. C'est vrai que quand j'avais rencontré Toni Morrison après son prix Nobel, elle disait « Oh là là, après un prix comme ça, il va y avoir une telle pression de la part des lecteurs, une telle attente pour le livre qui va suivre, j'ai peur de les décevoir. » Est-ce que vous diriez que vous avez ce genre de peur aussi? Et est-ce que vous écrirez différemment après ce succès-là, après ce premier roman-là? Ja, ik denk wel, sowieso is een tweede boek een lastig boek om te schrijven, denk ik. Maar ook omdat er zijn heel veel aspecten daaraan die druk geven. En bijvoorbeeld eentje daarvan is dat je met een eerste boek, dat mensen, zoals Adelina juist zei, mensen kunnen eigenlijk u leren kennen op een heel intieme manier. Want dat zijn de thema's waarover je schrijft, dat is de manier waarop je schrijft. Bijvoorbeeld toen het Smelt uitkwam, was er altijd een commentaar van mensen die zeiden, het is nogal een donker boek. En ik dacht, ja, het is inderdaad een donker boek. Ik ben misschien donkerder dan ikzelf. Ik dacht dat het best wel nog meeviel en dat er ook veel humor in zat. Maar ik verschoot ervan hoe zwaar mensen soms dat boek opnamen. Dus je krijgt feedback terug. En als je een tweede boek schrijft, dat besef ik pas nu dat ik het aan het doen ben, zijn er terug thematieken die naar boven komen of terug manieren om naar dingen te kijken, waardoor mensen ook die beide boeken zullen gelezen hebben een patroon herkennen en dus gaan beseffen van dat is iets dat die vrouw bezighoudt of dat is echt hoe zij waarschijnlijk iets was al jaren op zitten kauwen. En dat zijn heel vaak dingen die zo groot zijn dat je ze bijna niet wilt delen met de wereld of die zo intiem zijn dat je ze niet wilt delen, maar die je niet anders kunt dan via je werk tonen aan iedereen. En dat vind ik heel kwetsbaar. Dat ik bijna denk van ik zou dit boek daarin... zou ik beter deze thematiek niet meer verwerken, want dan gaan mensen echt denken dat dat een groot probleem is in mijn leven, wat het dan vaak ook wel zo is. En de druk... Ik ben gewoon echt een onzeker iemand en ik ervaar er wel last van. Ik weet dat ik denk van het gaat niet goed genoeg zijn. Mensen gaan teleurgesteld vanwege dichtklappen. En niet per se voor het tweede boek ben ik ongerust, maar ik ben ongerust voor mijn derde boek. De mensen zullen het tweede waarschijnlijk wel nog kopen met een soort van goodwill, maar als dat tweede zo teleurstelt of een soort van afkooksel van het Smelt is, dan is die derde daar wel het grote slachtoffer van. Dus daarover maak ik mij dan ook wel een beetje zorgen. En ik heb zelfs als ik aan het schrijven ben, dat ik bepaalde gezichten voor mij zie van mensen waarvan ik denk dat die willen dat ik faal. En ik heb echt zo concrete gezichten dat ik elke dag bepaalde recensenten of zo, of mensen die mij ooit hebben geïnterviewd, die niet sympathiek waren of zo, dat soort van mensen, die zie ik dan af en toe ineens zo in mijn achterhoofd komen, die zo'n beetje zoals het duiveltje en het engeltje in de chocomousse-reclame, komen die de hele tijd zeggen van het gaat niet lukken. En er zijn dagen dat ik ze geloof ook. En dan schrap ik bijvoorbeeld heel veel.
Dan zijn er 500 woorden uit mijn roman ineens verdwenen. Wat dan niet per se slecht is, ook niet soms, denk ik. Alors Adeline, il y a une autre part inconnue quand on écrit un premier roman, c'est qu'on n'imagine pas le monde de l'édition, le monde de la presse, le monde des festivals comme ici qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un univers que vous découvrez et en quoi est-ce qu'il vous a apporté plein de choses et en quoi est-ce qu'il influencera peut-être consciemment ou inconsciemment l'écriture des prochains? Donc oui, évidemment, c'était un univers que je connaissais pas du tout. Je pense qu'il y a un an, vous m'auriez demandé de citer une maison d'édition. J'aurais été vaguement capable de vous dire peut-être Gallimard, et peut-être Albin Michel, mais vraiment, j'y connaissais rien du tout. Je connaissais rien au livre de poche, enfin voilà, à la vie d'un livre, j'y connaissais absolument rien. Donc tout ça est effectivement une découverte, et c'est super gai de découvrir un nouveau monde, un nouvel univers. L'influence que ça a sur moi, je sais pas, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est ma 18e vie. C'est-à-dire que j'ai fait des études de comédienne, j'ai jamais réussi à en vivre, donc j'ai fait d'autres boulots à côté. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à découvrir des nouveaux mondes et des nouvelles choses, et à devoir intégrer très rapidement et à m'adapter très rapidement à un nouvel univers. Quand j'ai travaillé comme assistante de production au cinéma, très rapidement, il fallait que je comprenne c'était quoi l'univers du cinéma, comment se faisait un film, ça. Puis j'ai bossé dans un bureau d'études d'archi d'intérieur. Là, tout à coup, il fallait que très rapidement je comprenne ce monde-là. Donc, c'est encore un nouveau monde. Je crois que tout ça me nourrit mes histoires parce que c'est un rapport au réel. Maintenant, je pense pas écrire quelque chose sur le monde de l'édition, sur le monde des festivals. C'est que simplement, chaque fois, c'est l'occasion de rencontrer des gens et des individus, et que ce soit dans un milieu ou dans un autre, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment les personnages que je peux rencontrer et qui éventuellement vont m'inspirer des personnages pour mes histoires. Mais et c'est peut-être pour ça, pour faire un lien avec la question que vous avez posée à Lise. Donc moi, je la ressens pas trop, cette pression par rapport au deuxième, parce que tout ça est une nouvelle aventure. Et c'est peut-être parce que j'ai 36 ans, alors c'est pas très vieux, mais c'est pas tout jeune non plus, et que j'ai l'impression d'avoir vécu déjà pas mal d'aventures dans ma vie, et que si cette aventure-là se termine, j'en écrirai je ferai autre chose, et ce sera peut-être un nouveau métier, autre chose à apprendre, et bien sûr j'ai envie que ça continue, mais j'ai tellement aucune prise là-dessus, aucun contrôle. Donc si le deuxième déçoit, j'espère qu'on aura la gentillesse de me laisser l'opportunité d'en écrire un troisième. Et puis si effectivement c'est fini et que j'ai donné tout ce que j'avais à donner dans la vraie vie, soit ok, ça aurait été quand même une super aventure, et j'en écris, et j'en vivrai d'autres. C'est quand même rigolo que je m'acharne à utiliser le mot écrire. Donc peut-être que c'est quand même c'est révélateur. Donc je ne sais pas, mais voilà, mais le monde littéraire, le monde des festivals. Si je dois en retenir une chose, c'est que je suis assez surprise et assez émerveillée de voir à quel point il y a énormément de gens qui lisent encore. Comme vous le disiez juste avant, quand on s'est vu en coulisses, on entend tout le temps dire que les gens lisent plus, que Internet a tué la littérature, ceci, cela. C'est pas vrai, c'est tellement pas vrai que quand on voit les salons du livre, la foule qui se presse, et la foule de tous les âges, il y a vraiment des plus jeunes ou plus âgés, et je trouve ça super encourageant dans un monde qui nous permet pas beaucoup d'espérer pour l'instant. Ça, c'est un super bon signe. Alors, il y a un autre beau signe. Adeline parlait d'aventure. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'aventure continue de ce premier roman, non seulement grâce aux traductions, mais aussi parce qu'il va être adapté au cinéma et en pièces de théâtre, notamment en Allemagne. Quand vous écrivez, vous imaginez évidemment vos personnages, mais là, ils vont littéralement prendre vie. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Comment vous les imaginez vraiment vivre? Ja, ik krijg altijd vragen over de verfilming. En ik vind dat zo gek, omdat voor mij die verfilming en dat boek twee totaal verschillende zaken zijn.
En terwijl snap ik ook wel dat altijd wordt gevraagd. In het begin vond ik het bijna een belediging dat mensen dat vroegen. Van, een boek is uit en wordt hem al verfilmd. En dan dacht ik, ja, maar is die een boek nu niet genoeg op zich als product of als verhaal? En die verfilming, ik was daar in het begin een beetje bang voor. Omdat ik dacht van, dan gaat hetgeen dat ik bedacht heb overschreven worden door beelden die iemand anders kiest. Maar inmiddels heb ik dat boek ook wel echt al losgelaten. En vind ik dat ook wel, denk ik, oké, als er acteurs worden gekozen. En dat gaat dan echt een soort van, dan belandt het bijna in een soort van archief. Op het moment dat die film bestaat, wordt mijn boek een soort van, ja, hoe dan bestaat dat ergens ook niet meer. Hè? Want mensen die het Smelt gelezen hebben en die zien dan filmposters hangen op straat en die weten, dat is Eva. Of dat is dat personage, dat ziet er zo uit. En dan is eigenlijk dat boek, dan sterft dat terug af tot het punt waar het begonnen is, namelijk 1 versie van een verhaal. En dat is iets treurigs, maar dat is ook iets dat nodig is. En voor mensen die nooit boeken lezen, hoop ik dat ze ergens ook iets in dat verhaal gaan terugvinden van zichzelf. Dus ja, het is zo. Ik sta er dubbel tegenover. En ik hou me er ook niet te veel mee bezig. Ik ga wel graag naar de première kijken. En ik geef ook wel een keer mijn mening over de scenario's. Of toch zeker voor de film. Maar ik vind het eigenlijk heel fijn om daar niet bij betrokken te zijn. Ook dat dat niet mijn schuld is als het slecht is. En ook niet dat het dan... Ik moet er ook niet nog extra complimenten over krijgen, want het boek bestaat al. Dat heb ik al geschreven en dat is al klaar. Dus eigenlijk houdt mij die film helemaal niet bezig, gek genoeg. Ik denk daar ook gewoon wekenlang niet aan. Ik ben altijd zo verrast als iemand erover begint en dan denk ik, ja, dat is waar. Daar zijn ze ook aan bezig. Ja. La vraie vie va également connaître une nouvelle vie, j'ai envie de dire, à la fois au cinéma et à la fois au théâtre. Est-ce que vous le vivez comme Lise ou différemment? Non, je me suis posé les mêmes questions que Lise, effectivement. C'est vrai qu'au moment où beaucoup... dès sa sortie, les gens ont tout de suite parlé d'un film. Et je suis d'accord, il y a ce truc de se dire, oui, mais bon, il n'y a pas tout dans mon livre. Il faut vraiment que ce soit incarné par des acteurs qui aient des images dessus. Et puis effectivement, il y a vraiment la question de la pertinence de l'adaptation cinématographique. À partir du moment où un livre est réussi, oui, pourquoi est-ce qu'il faut le décliner en film? Et puis en même temps, c'est super flatteur. En même temps, c'est super gai de se dire, tiens, c'est comme si un lecteur, tout à coup, allait pouvoir m'exposer les images qu'il a dans sa tête. Et ce lecteur, en l'occurrence, c'est la réalisatrice du film. Elle va pouvoir me montrer tout ce qu'elle y a vu et justement son interprétation, son acte de création sur mon livre. Et puis pas que elle, parce que elle c'est la réalisatrice, mais il y aura les comédiens qui vont s'emparer des rôles et donc en fait je suis très très curieuse de voir ça et c'est fou de se dire qu'à partir de quelque chose que j'ai écrit toute seule chez moi, dans ma chambre pratiquement, il y a autant de gens qui tout à coup vont s'activer là-dessus, vont se mettre au boulot et en discuter, débloquer de l'argent. Enfin, je sais pas, c'est quand même dingue. Et alors sur le théâtre, c'est encore autre chose. C'est encore une autre façon de l'aborder. Et là, c'est particulier parce que je vais jouer dedans. Donc là, je le lâche pas complètement. Mais là, je vais me faire, moi, la marionnette d'un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il part de mon texte, il le digère, il l'interprète, il en refait quelque chose dans lequel, moi, je vais être son outil en tant que comédienne. Donc, oublier complètement que je suis l'auteur de l'œuvre originale et me laisser porter par sa création. Et j'avoue que là, en tant que comédienne, je suis super impatiente. Ça me fait kiffer à mort d'imaginer être sur scène, raconter cette histoire. Parce que c'est une chose d'interpréter un livre à travers des mots.
et puis de l'interpréter. Là, je vais pouvoir l'interpréter avec mon corps, avec ma voix, et en plus avec un metteur en scène que j'admire par-dessus tout, qui est Georges Ligny. Et donc c'est fabuleux comme aventure. Mais je suis contente parce que c'est pas pour tout de suite. La création pour la pièce de théâtre, c'est prévu pour dans 2 ans. Et la sortie du film, ce sera certainement pas avant 2 ans, parce que ça met du temps. Et donc, je suis contente aussi de me dire, OK, je vais pouvoir faire autre chose en attendant, écrire un autre livre, laisser un peu la vraie vie de côté. Parce que c'est vrai que là, maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Ça fait 7 mois que j'en parle et que je suis à fond sur ce projet-là. Et je crois que je serais ravie de retrouver ma petite héroïne. Mais je suis aussi ravie là maintenant de pouvoir un petit peu me consacrer à d'autres projets. Vous le disiez, Lise, au début, c'est que vous avez eu aussi besoin de digérer tout ce qui s'est passé par rapport à la sortie de ce livre, à la façon de le vivre. Vous promettez dans les interviews de faire un second livre qui sera très différent du premier. Est-ce que vous pourriez déjà nous en dire quelque chose sur les débuts de l'écriture de ce second roman? Ja, ik zit zo in een raar iets dat ik nu 2 jaar aan een boek heb gewerkt, wat ik een maand geleden dan heb opgesplitst in 2 boeken. Dus ik heb momenteel zo het gevoel dat ik er geen enkel meer heb, terwijl ik er eigenlijk in plaats van eentje nu 2 heb in het verschiet, wat dat ook wel een fijn idee is. Maar ja, ik wil iets helemaal anders doen dan het smelt. En ik weet ook niet of het mij gaat lukken. Want je blijft natuurlijk wel jezelf. Je hebt je eigen manier van vertellen. De personages of de manier van kijken naar de wereld die ook de uwe is. Ik had vooral het idee van ik wil niks meer doen met een klein dorp. En ik wil iets grootstedelijkers doen. Maar schrijven over een stad als Brussel is zeer moeilijk als je er nog in woont. Heb ik ook wel gemerkt. Alsof je bijna een afstand moet nemen van een plek om die plek als locatie goed te kunnen gebruiken. Ja, en ik kan er nog niet te veel inhoudelijk over vertellen, gewoon omdat ik ook zelf nog niet heel goed weet wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Ik heb ontzettend veel geschreven en mijn verhaal werd groter en groter. En de uitgeverij zei op een bepaald moment van het wordt misschien te veel. Er gebeurt misschien te veel, misschien moet je er een tweeluik van maken of zo. Maar ik hou zelf niet zo van trilogieën of boeken die dan elkaar opvolgen. Ik wil echt, maar dat is ook wel dat technische. Ik wil een verhaal vertellen van begin tot einde, wat helemaal strak gespannen klopt en waar elk hoofdstuk een functie heeft. En dat vind ik het leukste eigenlijk als schrijver. Dat is bijna een puzzel die je legt en ik wil niet zo'n puzzel met ene daarna die ik dan daarna nog moet afmaken. Het moet voor mij klaar zijn, echt. Dus daar ben ik nu een beetje aan bezig met van 1 groot boek 2 verschillende boeken te maken. En dus ik moet ook mijn hoofdpersonage in 1 roman plaatsen en voor het andere boek een nieuw hoofdpersonage verzinnen. Dat zijn hele grote dingen om te doen wel. Dus in die zin heb ik een stap naar achter gezet om dan over een jaar of over 2 jaar 2 boeken te kunnen afmaken. Dus daarom is het heel pril. Ik kan daar bijna niks over zeggen eigenlijk, behalve dit. Vous parliez du temps, Adeline, du temps qui est nécessaire aussi pour faire émerger à nouveau les choses. Lise prenait la comparaison d'un puzzle. Est-ce qu'il y a déjà ce puzzle qui est en train de se créer dans votre tête pour le second ? Oui, alors moi j'en suis pas encore évidemment au stade du puzzle parce que pour moi le puzzle il vient, enfin comme tu dis, je pense on se rejoint là-dessus, c'est-à-dire que le puzzle il vient plus tard, il vient quand on a déjà créé les pièces et qu'à un moment il faut les assembler. Moi c'est encore beaucoup trop tôt parce que les pièces sont pas encore créées. J'ai des idées, j'ai des personnages qui me tournent autour. C'est vraiment cette impression-là, quoi. Ils sont là, ils m'attendent. De temps en temps, ils viennent taper sur ma tête en disant dis, allez, on s'y met, tu viens nous rencontrer là. Donc ils sont là, je sais. J'ai un décor, voilà, j'ai des idées, mais pour l'instant, c'est vraiment encore au stade de l'élaboration. Donc je sens qu'ils sont là en gestation quelque part, mais donc ils sont encore très peu sur papier et donc certainement pas encore du tout au stade du puzzle comme toi. Voilà. Mais le puzzle, j'adore cette phase-là, effectivement. Mais c'est plus tard, c'est quand
j'adore et en même temps c'est très difficile parce que c'est vraiment un moment où on peut se sentir perdu, où on a l'impression qu'on va devoir sacrifier des choses, où on sait pas quelle tournure va prendre le roman. Et c'est là que pour moi le boulot de l'éditeur est vraiment très important. C'est vraiment le moment où il vient nous aider à faire un petit peu la part des choses. Mais donc voilà, j'en suis pas là du tout. Vos deux romans sont très différents, mais ils nous parlent tous les deux du fait de grandir malgré les blessures de l'enfance, dans le vôtre également. En quoi est-ce que ce roman et toute l'expérience qui a suivi vous a fait grandir? Dus het roman gaat over het groeien, het opgroeien, hoewel je kwetsers hebt, onzichtbare kwetsers. Hoe heeft dat roman en alles wat er daarna opgevolgd is, u zelf laten opgroeien? Op professioneel vlak kan ik wel zeggen dat schrijven van die roman, dat ik dan met dat boek een schrijver ben geworden. Ik ben niemand die nu nog twijfelt van ben ik er nu een, omdat de wereld mij zo ziet. Dus als ik in het programmaboekje van Passaporta mijn naam daar dan zie staan, dan verschiet ik altijd nog van, ze geloven mij, ik ben een schrijver en niemand stelt mijn naam in dat boekje nog in vraag. Dus dat is wel altijd nog verschieten. Dus dat is iets waar ik in gegroeid ben, is gewoon dat ik iets ben geworden, dat ik iets ben geworden wat ik misschien al was ook, maar in de ogen van de buitenwereld. En ik denk, dat schrijven van dat boek heeft mij misschien ook wel minder hard gemaakt. Ik heb bij het Smelt wel... Dat was zo belangrijk ook voor mij. En ik heb niet zoals Adeline, dat ik denk, en als dat tweede boek niet marcheert, dan ga ik iets anders van een avontuur aangaan. Omdat voor mij schrijven is van jongs af aan zo'n manier om mij te verweren en om een scheiding te maken tussen wat wil ik achterlaten en wat wil ik meenemen in het leven. En wat ik wil meenemen hou ik voor mezelf en wat ik wil achterlaten schrijf ik op of zo, of wil ik vatten. Dus dat is een soort van triagesysteem of een soort van manier om in het leven te staan, ook om altijd iets te hebben. Je bent nooit alleen en zelfs als ik met mijn partner in bed lig, ben ik eigenlijk niet alleen, maar is het schrijven toch nog altijd mijn grootste partner, omdat ik namelijk over hem dingen kan verzinnen, terwijl hij niet weet dat ik dat aan het doen ben. Dus dat geeft u zo'n gevoel van onafhankelijkheid van anderen, zodat dat mij ook mijn houvast is. Dus in feite, dat boek schrijven, of dat schrijven, is zo belangrijk dat ik met het Smelt er zo hard voor gebeten heb, maar ook iets te veel rondom. Soms zie ik nu nog krantenartikels. Natuurlijk, van die koppen van kranten zijn altijd totaal uit de context gerukt en moeten ook wel mensen overtuigen om het artikel te lezen. Maar soms heb ik het gevoel iets te fel geweest of zo, vanuit dat idee van dit is belangrijk voor mij. Dus dat heeft misschien het schrijven van dat eerste boek, of daarin ben ik gegroeid, in de zin dat ik misschien juist een beetje ben gekrompen. En mij kleiner voel. Ook al ben ik nu een schrijver, voel ik mij toch kleiner en meer dankbaar naar anderen toe of zo. Of ben ik minder zo aan het trappelen in de hoop zelf iemand te zijn. Ja. Votre roman, Adeline, est également un roman initiatique puisqu'on voit cette narratrice grandir au fil des pages, évoluer aussi elle n'est plus vraiment une enfant, elle n'est pas encore une femme. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers ce thème-là, du fait de grandir, de trouver sa place? Et est-ce que vous-même, ça vous a fait grandir en tant qu'écrivain ou en tant que femme? Donc, comme j'ai dit au début, je ne veux rien et vraiment, j'ai pas voulu montrer quoi que ce soit, vu que j'anticipe pas du tout je me dis pas du tout quand je commence à écrire, tiens, mon roman il va parler de ça ou il va parler de ça. Je me laisse vraiment guider par la narration. Donc oui, c'est sûr que c'est un roman initiatique, c'est un roman qui parle. Enfin, il y a énormément de sujets dans ce roman que j'ai pas du tout maîtrisé ou anticipé. Et je crois que c'est bien parce que si je le faisais, je crois que je serais très maladroite. Et c'est bien de laisser la narration. Et finalement, en fait, je me rends compte à la fin que y a les sujets qui me préoccupent sointent de l'histoire, mais il n'y a pas eu du tout de volonté de ma part. S'il y avait une volonté, ça aurait été volontariste et ça aurait été moralisateur et je crois que j'aurais fait un très très mauvais roman. Après, comment est-ce que moi ça m'a fait grandir? Ça m'a aidé à dire qui j'étais.
Et c'est vrai que ça a changé le regard de mes proches sur moi de façon assez agréable, parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que je montrais tout à coup à travers les histoires que j'écris, je montre probablement mes côtés les moins reluisants, les plus négatifs. C'est pas pour ça qu'on m'aime plus. Au contraire, peut-être même. Que c'est justement parce que j'ai des défauts, parce que j'ai des faiblesses et des blessures que on m'aime d'autant plus. Et puis c'est vrai que ça donne malgré tout, le succès, pas l'écriture, mais le succès donne une crédibilité et une assise qui font du bien. Je regrette juste que ça ait dû en passer. Je regrette, c'est vraiment de moi, vis-à-vis de moi-même, de me dire c'est con que tu aies dû en passer par là, par un truc aussi extrême qu'un succès aussi phénoménal, pour gagner de l'assurance en toi et de pas avoir été capable d'avoir cette assurance toute seule. Mais bon, je crois qu'on est tous comme ça. C'est super difficile d'y croire. Mais quand j'ai commencé à écrire il y a 3 ans. Et que personne n'y croyait, et que j'étais toute seule à avoir cette volonté farouche d'écrire et de me dire si je vais arriver à quelque chose, mais je crois que moi-même j'y croyais pas plus que ça. Et a posteriori, je suis un peu désolée pour la personne que j'étais il y a 3 ans, de me dire je suis désolée de pas y avoir cru autant que j'aurais dû. Et voilà. Donc je grandis, ouais, mais en même temps, je suis d'accord avec Lise dans ce truc de se sentir aussi très petite et de se dire finalement tout ça est aussi un jeu de hasard et voilà, j'ai pas l'impression de mériter quoi que ce soit par rapport. C'est pas que j'ai un sentiment d'imposture non plus, mais j'ai pas le sentiment de mériter. C'est un mot que j'entends beaucoup et que je vois beaucoup sur Facebook chaque fois que j'ai un prix et que évidemment je le poste, je suis toute contente, et que y a les gens en dessous qui mettent en commentaire tu l'as bien mérité. Je me dis, je sais pas, s'il m'arrivait un truc moche là, est-ce que les gens mettraient tu l'as bien mérité? Je trouve que c'est un concept bizarre, et non, j'ai pas l'impression d'avoir mérité quoi que ce soit, et je crois qu'il y a plein de bons écrivains qui s'ignorent ou qu'on ignore. Je crois que sur les 600 romans de la rentrée, il y en a énormément qui étaient très très bons, qui valaient probablement, on peut pas, je suis contre la compétition aussi entre les romans, je crois pas qu'il y en ait, mais voilà, je crois qu'il y a aussi une bonne part de chance dans ce qui se passe, et donc j'ai pas l'impression d'avoir mérité à la sueur de mon front quelque chose plus que les autres, et que si je suis à cette place-ci, c'est parce que j'ai été meilleure que les autres. Donc il y a une certaine forme aussi d'humilité. Plus j'avance, plus je me dis que voilà, c'est pas ça qui est important, et je me sens aussi très petite par rapport à tout ça. Eh bien, ça vous donnera peut-être à vous une note d'espoir aussi. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui écrivent et qui vont être encouragés à se lancer. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Si jamais vous souhaitez à votre tour poser des questions à Lise Spitt et à Adeline Dieudonné, je vous invite à les rencontrer lors de leur signature du livre. En tout cas, Dankjewel, merci, et merci à nos interprètes, et merci pour la traduction, et à vous, public, pour votre attention. Merci.